Donc l'idée, c'est évidemment de vous présenter l'ANSA et Jouer pour grandir, ses ambitions, ses modalités concrètes de déploiement et répondre à toutes vos questions et vous permettre de candidater. C'est un appel à manifestation d'intérêt national avec des modalités un petit peu facilitées pour les régions Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d'Azur, mais on y reviendra tout à l'heure. Donc, quelques mots sur l'ANSA. L'ANSA, c'est une association loi 1901 qui fête cette année ses 18 ans et dont l'objet social est la lutte contre la pauvreté. Et l'approche, la méthode, c'est l'innovation sociale. On porte ou on accompagne des projets pilotes dans leur cadrage, leur modélisation, leur évaluation et leur essaimage, leur diffusion, notamment au travers de la formation, puisqu'on est organisme de formation depuis notre création et puis certifié Calliope depuis quelques années. On a deux principes forts qui guident notre action. C'est d'abord la co-construction, c'est le petit encadré à gauche. L'idée, c'est partir des besoins des personnes concernées, de l'expertise des acteurs de terrain aussi pour construire des solutions. Et puis, la deuxième posture, c'est le lien avec la recherche. Notre ambition, c'est d'être cette interface entre le monde de la recherche et les acteurs de terrain. Et vous verrez que ça s'incarne en particulier dans l'ambition de Jouer à grandir. Voilà, on souhaite pouvoir transmettre les enseignements, les apports de la recherche en favorisant l'essaimage de pratiques dont l'impact a été démontré, mais toujours en repartant de l'existant et des pratiques de terrain. Sur la petite enfance, donc on intervient dans une multitude de domaines de lutte contre la pauvreté et depuis 2016 plus spécifiquement sur des projets de prévention des inégalités avec des interventions auprès d'enfants de 0-6 ans et de leurs familles. Via les professionnels de l'accueil des jeunes enfants. Donc l'ANSA a d'abord accompagné le déploiement de projets pilotes, Jeux d'enfants et Par les bambins, deux projets qui avaient démontré un impact positif et qui avaient un besoin d'accompagnement dans leur déploiement. D'abord sur des interventions en crèche et puis progressivement, on a proposé des projets pilotes également en protection maternelle infantile, en relais petite enfance, en protection de l'enfance, avec l'idée d'élargir les publics auprès desquels nous intervenons et en particulier d'aller toucher les familles les plus vulnérables. Depuis 2020, l'ANSA accompagne aussi un réseau d'associations, d'une quarantaine d'associations de prévention en orthophonie qui a développé À vos jeux, prêt parler. Ce sont des ateliers en PMI et l'ANSA accompagne le déploiement de ce projet expérimental. Et puis en parallèle à ces projets pilotes, l'ANSA accompagne aussi les pouvoirs publics dans le cadre de la stratégie pauvreté et puis aujourd'hui dans le cadre des pactes des solidarités. Et enfin, nous animons des réseaux d'expérimentateurs, donc ceux dont je vous ai déjà parlé, Par les bambins, Jeux d'enfants, mais aussi pour l'Agence nationale de la cohésion sociale, de la cohésion des territoires, les réseaux des cités éducatives sur le volet petite enfance et la direction générale de la cohésion sociale cette fois-ci. On a animé récemment le réseau des territoires démonstrateurs accueil pour tous. Et depuis 2024, mais en fait, ça avait déjà démarré en fin d'année dernière, on déploie le projet Jouer pour grandir, qui est donc une action de prévention centrée sur le jeu, qui a déjà démarré avec un pilote en Moselle qui s'adresse là à des éducateurs et des éducatrices de jeunes enfants en PMI. Et l'ANSA a été lauréat d'appel à projet stratégie pauvreté dans les régions Aura et PACA. C'est donc l'objet de cet appel à manifestation d'intérêt qui s'adresse à toutes les équipes, mais avec des conditions facilitées pour ces deux régions.
Les enjeux à l'origine de ce projet, on en a identifié trois. C'est d'abord la prévention des inégalités. On sait que le niveau de développement des enfants cognitifs, de langage, socio-affectif sont très inégaux à l'entrée à l'école. Et c'est quand bien même ils sont déterminants pour la suite des apprentissages scolaires et même au-delà. Deuxième enjeu, aider les professionnels dans leur mission d'accompagnement à la parentalité, qui sont nombreux à exprimer un besoin d'étayage, notamment lorsqu'il s'agit d'aller rejoindre et d'accompagner les familles les plus vulnérables. Et puis prendre en compte les enseignements de la recherche, à la fois sur le développement de l'enfant, et puis l'ambition de faire toujours ce lien entre les apports de la recherche et le terrain pour mieux accompagner les pratiques des professionnels. Et pour répondre à cet enjeu, donc le jeu nous apparaît comme un outil de médiation intéressant dans les interactions entre les professionnels et l'enfant et les parents et leurs enfants, à la fois un outil pour observer où en est l'enfant, le stimuler au bon endroit, en partant de là où il en est, et puis un outil intéressant aussi pour aller rejoindre les parents avec un outil simple, familier et dans une approche positive, ludique. Sur Jouer pour grandir, on a souhaité baser notre approche sur quatre principes forts, quatre principes méthodologiques. Le premier, je vous le disais, c'est dans l'ADN de l'ANSA, c'est la co-construction avec les professionnels, l'idée de partir de leurs besoins, de leurs pratiques, des difficultés qu'ils rencontrent dans le soutien à la parentalité, les difficultés des familles, notamment les plus vulnérables. Donc l'idée, c'est de pouvoir injecter dans leur boîte à outils les enseignements de la recherche, les accompagner pour adapter leurs pratiques professionnelles au quotidien. Le deuxième principe fort, c'est l'idée de concevoir des objets très simples pour pouvoir faciliter le transfert aux familles. Donc, on prend l'exemple pour l'instant en Moselle, on est parti sur l'idée d'un jeu de cartes qui reprendrait sur chaque petite carte des éléments d'observation de l'enfant, des exemples de jeux adaptés à l'âge et pour pouvoir proposer une interaction cohérente avec là où on est l'enfant et qui soit facilement appropriable à la fois pour le professionnel et pour les familles, et puis qui puisse s'adapter à la posture souhaitée. Certains préfèrent partir de l'observation pour proposer un jeu adapté, mais le jeu peut aussi être un, un repère ou une situation suscitée en lui-même, une situation d'observation. Troisième élément de méthodologie, c'est l'ambition de s'adapter à la fiche de poste des stagiaires qui sont formés pour qu'ils puissent concrètement répercuter dans leur quotidien et sur la durée les enseignements de la formation. Typiquement en Moselle, on part sur les visites à domicile qui sont l'endroit le plus à propos pour développer les actions qui pourront être mises en place à l'issue de la formation, mais ça peut être en fonction des pratiques des professionnels, des structures, les moments de transmission auprès des parents, les ateliers collectifs, etc. Et quatrième ambition, et c'est l'une des plus-values aussi de cette formation-action, c'est l'ambition d'animer un réseau des professionnels formés, à la fois au sein du département, mais aussi au-delà, puisqu'on va avoir plusieurs sites qui vont se lancer sur plusieurs régions. Cette animation, elle permet à la fois un enrichissement mutuel, partager les outils qui vont être développés, les difficultés que l'on rencontre. Ça peut être un espace pour construire des nouvelles solutions. C'est aussi un espace qui est très apprécié dans la mesure où il permet d'ancrer une dynamique, d'installer une dynamique et de maintenir les enseignements de la formation sur la durée dans les pratiques sur la durée. Et puis enfin, ce sont des sessions en fait
qu'on construit au fil de l'eau en fonction des besoins et qui peuvent être aussi l'opportunité d'intervention d'experts qui peuvent apporter des éléments, des approfondissements sur des sujets identifiés. Concernant la feuille de route, le calendrier de Jouer pour grandir, donc là, on est en phase de cadrage. En vérité, je pense que le calendrier est un petit peu décalé par rapport à ce qu'on vous montre sur cette diaporama. Euh, à partir du moment où les sites vont être sélectionnés, l'idée, c'est déjà d'avoir un temps de rencontre pour comprendre les contextes professionnels, les besoins des familles que vous rencontrez. Et puis, en parallèle, ça a déjà commencé, et puis ça s'affine au fil des rencontres et des échanges qu'on pourra avoir avec les sites candidats. Finaliser la conception de cette formation action avec des apports théoriques qui vont être stabilisés avec les partenaires de cette formation, qui vont être des scientifiques, on va pouvoir mobiliser aussi notre réseau d'orthophonie. On va être à l'interface entre les stagiaires de la formation et ce réseau d'experts tout au long aussi du projet. Et puis, c'est la consolidation du kit pédagogique, des objectifs pédagogiques et puis de tous les outils d'animation qu'on va pouvoir mettre en place au fil de la formation. La formation, elle se déploiera à proprement parler à partir d'avril, probablement un petit peu plus tard, en fonction aussi des calendriers et des possibilités pour chacune des équipes. Ça peut se faire en décalé. C'est aussi intéressant de travailler comme ça. On a imaginé pour le moment 8 sessions de 3 heures qu'on peut moduler et penser dans leur modalité pratique avec vous en fonction des possibilités des professionnels. Donc voilà, est-ce que c'est plutôt des journées entières sur site, des petites sessions de 3 heures en horaire décalé, en visio éventuellement, sur des temps qui conviennent en fonction des calendriers des professionnels, sur des petits groupes, idéalement homogènes. Pour l'instant, en tout cas, c'est comme ça qu'on a pensé pour s'adapter, on vous disait, aux pratiques des professionnels, donc plutôt 10 à 12 professionnels qui ont une même fiche de poste. Et puis, on continue dans cet esprit ANSA de lien avec la recherche. On se l'applique aussi à nous-mêmes. C'est une évaluation de la démarche tout au fil de l'eau, à la fois pour voir les effets qu'on produit et puis pour documenter et enrichir les enseignements au fil des différents sites qui seront formés pour identifier les conditions de réussite et ajuster la formation. Et enfin, la pérennisation, la diffusion, c'est l'ambition, Claire on reviendra, de mettre en place un plan d'action qui soit pérenne pour les professionnels formés, qui puissent ancrer durablement dans leur pratique les apports de la formation et l'instauration de ce réseau d'échange dont je vous parlais, qui sera au-delà des sites formés sur l'ensemble du réseau des professionnels formés au niveau national. Claire, je te laisse reprendre sur les objectifs. Oui, merci. Je réponds du coup rapidement à une question qui se posait dans le chat. Donc oui, on partagera le diaporama en fin de session. Et par ailleurs, où se dérouleront les formations, puisque ça rejoint ce que tu viens de présenter, Nelly. Notre souhait, c'est de pouvoir intervenir sur site ou en distanciel lorsque ça arrange les équipes. Parce que ça permet peut-être de faire des coupages de modules sur des 18-20 heures, par exemple, ou des moments de week-end, selon la situation des équipes, la manière dont elles reçoivent le public ou pas. Donc, ça dépend un petit peu des équipes dans lesquelles on s'implante et de leurs contraintes, mais nous, on intervient en France entière et on n'est pas sur site, pas de difficulté là-dessus. Voilà. Alors, je voulais faire un petit focus. On reprendra les questions suivantes juste après cette petite présentation des objectifs pédagogiques. On voulait revenir un peu plus concrètement avec Nelly sur ces objectifs pédagogiques tels qu'on les a affinés avec l'équipe en Moselle pour vous donner un peu de grain à moudre sur le fond, sachant qu'on est en train de construire les apports théoriques qui sont associés à ces objectifs. L'idée, c'est qu'il y a beaucoup de matière sur ces questions du jeu et qu'on veut, comme disait Nelly, arriver au plus synthétique et simple possible en parlant très famille d'abord, c'est-à-dire qu'est-ce que les familles, de manière ludique et attrayante, vont être en mesure de s'approprier.
Et à partir de là, on va être au bout de cet entonnoir dans la réflexion de comment simplifier les choses, mais en mobilisant un foisonnement de ressources, autant que possible avec un bon niveau de preuve, comme le disait Nelly, un bon niveau d'évaluation. Alors, sur les objectifs pédagogiques en particulier, l'objectif général de cette formation, ce que les apprenants sont en mesure de faire à la fin, c'est de faire prendre en main par des familles une pratique du jeu avec leurs enfants, s'adaptant à la diversité des pratiques parentales en place, dans le contexte d'intervention qu'elles ont. Donc, 3 blocs d'objectifs pédagogiques associés à cet objectif général. Le premier bloc, objectif 1, maîtriser l'approche à partager avec les parents. Donc là, l'idée, c'est qu'on va être en partant évidemment des outils d'observation en place, de la pratique du jeu qui est déjà en place, de la boîte à outils des professionnels à former. On va donc partir de leur connaissance aussi des besoins des familles, et nous mettre en regard des données recherche et faire le travail de transposition en outils concrets pour qu'elles maîtrisent sur le fond des éléments clés qu'elles vont ensuite pouvoir partager et transférer vers les familles. Ces éléments clés de A à D, c'est connaître l'importance du jeu pour le développement du tout petit, observer les compétences de l'enfant, suivre son intérêt pour avoir une interaction avec l'enfant qui soit vraiment en phase avec son développement, l'endroit où il en est, ce qui l'intéresse, identifier des activités qui peuvent être proposées aux enfants qui correspondent à cette observation des compétences du petit, de ce qui émerge chez lui. Toujours cette idée d'individualiser un petit peu la relation avec l'enfant en fonction d'où il en est, de ne pas être sur une taille unique, entre guillemets. Et puis, dernier point, restituer, être capable de restituer pourquoi c'est pertinent d'associer telle activité à telle compétence émergente. Ces éléments-là, pourquoi on trouve intéressant de les mettre en avant? C'est lié à l'expérience de l'ANSA sur ces questions dont Nelly a un petit peu parlé, c'est-à-dire d'abord l'accompagnement de jeux d'enfants, qui a vraiment cette démarche, donc il y a une approche très bien évaluée, qui a été, dont les outils pédagogiques ont été structurés par les Québécois pour la francophonie, mais qui est une approche intéressante parce que vraiment, nous, quand on a accompagné son essaimage en France, les professionnels nous disaient les outils, ça ne va pas, par contre, parce qu'ils sont trop lourds, parce qu'il y a, mais par contre, sur le fond, cette idée de partir d'une observation de ce qui émerge chez l'enfant et de proposer quelque chose d'adapté et de comprendre le lien entre les deux et de partager cette connaissance avec les familles d'une manière simple, ça, c'est précieux. Ça permet de faire une alliance vraiment intéressante avec la famille. Et puis, l'autre point qui émergeait au fil de nos projets alors là, plus spécifiquement sur le langage dont Nelly parlait, donc parler bambin et ses ajustements pour les contextes de PMI, de pouponnière. Sur ces projets qu'on a travaillé plutôt sur l'angle du langage, émerger régulièrement aussi ce sujet du jeu comme une très bonne manière de mettre en place des actions de prévention d'une manière du coup, plus attrayante, ludique, et justement pour être sur du préventif et non du curatif, ça semblait particulièrement intéressant d'utiliser cet outil. Donc voilà le pourquoi de ce contenu, de cet objectif pédagogique 1, c'est ça un petit peu le cap qu'on se donne en rebondissant sur ces expériences qu'on a pu mener par le passé. Alors, deuxième objectif, du coup, transférer ces informations, ces connaissances, donc amener les parents à prendre en main les outils ludiques pour proposer des jeux en suivant l'intérêt de leur enfant. Donc là, ça va être les compétences que vont développer les apprenants pour transférer. Donc présenter, jouer pour grandir aux parents, faire alliance dans la prise en main, donc être capable de dire simplement l'importance du jeu pour le développement du tout petit, de définir et de partager un processus qui soit attrayant dans la prise en main de ces outils, qui partent aussi du style de jeu déjà en place, des goûts qu'ont les parents, du plaisir qu'ils peuvent avoir à des moments clés de la journée, de la manière dont ils s'y prennent, c'est différent pour chaque famille. Et donc s'adapter aussi au profil de famille sur d'autres critères, à savoir peut-être quelle est la famille un peu distante, ou c'est inquiète, au contraire, très en demande, peut-être très proactive ou dirigiste dans les activités, peut-être que c'est un contexte allophone où on va avoir un petit défi là de communication avec la famille, où il va falloir pouvoir passer des informations simples et aussi tenir compte de ce qu'amène la famille dans son bagage dans ce contexte de communication qui peut être un peu difficile. Et puis voilà, aussi d'autres situations typiquement de précarité qu'on va pouvoir rencontrer et être capable de s'ajuster à cette diversité de cas, d'ajuster son approche, l'approche et la manière dont on la mobilise et les supports. Donc ça, c'est ce qu'on souhaite que les apprenants soient capables de faire. Premier axe de cet objectif pédagogique 2. Axe suivant, donc le petit point B, repérer avec les parents les opportunités de mise en place au quotidien, donc
du quotidien tout simple d'une journée type. On va s'habiller, se laver, manger, lire, préparer le repas, se promener. Bon, il y a encore plein d'autres exemples. L'idée, c'est de voir comment on va faire, on va injecter cette pratique dans des moments du quotidien et puis le réfléchir avec la famille. Organiser un échange avec la famille, être capable de faire ça sur la prise en main progressive, qui permettent aussi à la famille d'ancrer les choses parce qu'elle comprend un petit peu vers quoi on chemine et qu'on est en train de faire un chemin ensemble et de réfléchir à ce qui est en train de se passer sur cette pratique. Donc, en utilisant les canaux de communication habituels. Là, en Moselle, on est sur des équipes de JE qui communiquent beaucoup par SMS avec les familles. On trouve ça intéressant, donc on va l'investir. Comme disait Nelly, en Moselle, on va aussi investir les visites à domicile plutôt que les actions collectives, et c'est ce qu'on a choisi de cibler, ou plutôt que les temps avec les assistantes maternelles autour de l'agrément, parce que tout ça, ça fait partie du rôle des EJE, mais ce que nous dit quand même la recherche, c'est que c'est intéressant d'être sur des outils type visite à domicile et sur une fréquence d'exposition. Donc, on va plutôt utiliser ce canal que s'éparpiller. Et voilà, c'est pour vous donner un exemple, mais sur d'autres types de structures, on va essayer de chercher l'équivalent, c'est-à-dire ce qui est le plus fréquent et ce qu'on va pouvoir investir le plus régulièrement. Donc c'est pour ça on dit l'exemple des transmissions, mais il y a d'autres formules à identifier, mais c'est ce qu'on va chercher avec les apprenants, en tout cas à définir. Et puis, point D, repérer les avancées avec les familles. Donc, en tant que professionnel, ça veut dire prendre en main des outils d'évaluation de où on en est avant, ce qui se passe pendant l'intervention et où on en est arrivé après. Donc là, on construira les outils à chaque fois en réponse aux travaux qu'on mènera sur site avec les équipes d'apprenants. Il y aura sans doute de la co-construction en séance, mais notre rôle sera aussi, nous, de formaliser les choses entre les sessions et aussi de les faire dialoguer pour les stabiliser avec des partenaires experts, comme le disait Nelly, côté recherche ou orthophoniste, par exemple. Troisième objectif, là, on est plutôt sur l'inscription dans la durée et on ne veut pas escamoter cette partie-là, c'est inscrire, jouer pour grandir dans son quotidien professionnel, c'est-à-dire comment, une fois que j'ai mené mon projet pilote, Nelly disait en 8 modules de 3 heures, donc ça va s'étaler sur une année. Une fois que j'ai mené ce travail, quels sont mes besoins pour continuer ce qui marche et poursuivre ce qui marche et également quels sont mes besoins pour améliorer ce qui mérite un ajustement. Voilà. Et donc être capable d'identifier ça et de mener ce travail pour pouvoir ensuite définir aussi des modalités de travail avec mon équipe qui peuvent être utiles à ancrer cette pratique dans la durée dans mon quotidien professionnel. Donc, quel relais je vais trouver dans mon équipe, quel va être mon rôle aussi de diffusion, de tâches d'huile un petit peu auprès de mon équipe et auprès de mes partenaires, versus qu'est-ce qui n'est pas utile et où je vais m'éparpiller. Mais en tout cas, il faut qu'on ait cette réflexion-là pour pouvoir continuer professionnellement à mener quelque chose suite à une formation sans être complètement isolé dans son équipe. Ça, c'est un sujet qui s'est posé parce qu'on travaille avec ces EJE qui sont implantés chacune dans un centre de PMI en Moselle. Si on travaille avec une équipe intégrée, la question se pose un peu différemment. Mais voilà, en Moselle, en l'occurrence, sur des professionnels isolés chacune sur leur profil, il y a une seule EJE par centre de PMI et elles travailleront en réseau. Elles sont quand même un petit peu isolées dans leur structure et cette question se pose d'une manière particulière. Et dernier sujet, tout simplement acter un plan de travail et prioriser un petit peu pour ne pas se noyer, mettre en place les choses dans la durée et savoir le qui fait quoi, les responsabilités. Voilà, c'était un petit tour de piste de ce qu'on pouvait mettre concrètement comme objectif pédagogique derrière les contenus pour le site qui s'est déjà lancé. C'est des choses à ajuster aussi en fonction des profils de poste en fait, qui vont démarrer, puisque ce projet il est adaptable à différents contextes, à différents types d'organisations. On peut participer au projet sur toute la France avec une facilité sur PACA et Aura parce qu'on a reçu un financement de l'État. On espère obtenir des cofinancements locaux dans les proportions que vous voyez s'afficher sur le tableau. Si on peut aller les chercher ensemble auprès de vos financeurs ou sur des lignes de formation, on peut appuyer ça. Si c'est impossible, on ne veut pas que ce soit un sujet bloquant. La raison pour laquelle on voudrait aller chercher des cofinancements, c'est simplement que ça nous permettrait d'aller avec plus de groupes. Là, à ce stade, grâce au financement en Auvergne-Rhône-Alpes et PACA, on peut aller sur, en gros, un groupe sur PACA, 3 groupes sur Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, si on obtient auprès des sites qui s'engagent d'aller chercher des cofinancements et nous de les appuyer avec tous les éléments qui leur permettront de déposer un dossier CAF ou que sais-je, et ben ça permettra de cheminer avec davantage de groupes. Pour ce qui est des territoires hors Auvergne-Rhône-Alpes et PACA où on n'a pas obtenu aujourd'hui de financement, le budget, par contre, à aller chercher, vous le voyez s'afficher à droite, il est quand même de 21 200 €. Donc là, pareil, on peut aider à aller chercher ce budget, identifier ensemble les sources de financement, peut-être
vous donner des dossiers types, des choses comme ça. Mais c'est ça que ça demande sur un territoire qui n'est pas subventionné par l'adresse. D'accord. Voilà, ça c'est une chose. Après, les venues sur site, ce que ça demande matériellement, ça demande que les gens soient disponibles, enfin qu'on ait trouvé une manière pour qu'ils soient présents, les apprenants, que ça marche, mais ça c'est à construire ensemble pour que ça soit possible. Et puis on a besoin d'une salle qui les accueille et Oui. a priori d'un vidéoprojecteur pour aller très concrètement. Enfin, on n'a pas besoin de plus compliqué que ça sur site. Voilà ce que ça prend en gros. Et du coup, voilà, l'élément de la diapo qui est projeté là, que je voulais compléter, oui, vous voyez aussi la colonne du milieu, région Auvergne-Rhône-Alpes et PACA, petit détail. Vous voyez que pour les sites correspondants, on est plus proche de 30 000 que de 20 000. Le Ouais. pourquoi, c'est parce qu'il y a une part d'investissement qu'on fait là qu'on n'a plus besoin de faire pour les autres sites. Donc on se dit, bon, ça récupère au moins le budget pour les autres sites, mais qui est toute cette part de conception dont on vous a parlé, quoi, qui est un gros boulot. Euh, voilà, la manière dont ça se structure. Et donc voilà, pour candidater et nous dire votre intérêt à participer, éventuellement, et y compris, alors n'hésitez pas à le faire si vous vous dites oui, mais je vois pas comment le faire côté financier. On puisse discuter ensemble, voir si on peut chercher des solutions. Si on peut pas, on peut pas, mais peut-être qu'on Ouais. pourra quand même construire une solution ensemble. Euh, Notamment si vous êtes plusieurs à nous le dire et qu'on identifie qu'on peut aller chercher, je sais pas, quelque chose au national, enfin, il y a peut-être quelque chose à faire, y compris de ce point de vue, donc faut pas hésiter.